3 fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans 3 fois par jour. Je m'appelle Florent Piard, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons 3 fois par jour. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. Dans cet épisode, Éléonore et moi partons à la rencontre de Xavier Hamon, fondateur de l'USPG, l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, basée à Quimper. La mission de cette université, inspirée de l'éducation populaire, est de questionner nos modèles agricoles et alimentaires et repenser le métier de cuisinier par la formation, l'accompagnement et la recherche. J'ai initialement fait la connaissance de Xavier dans le cadre de l'Alliance des cuisiniers, dont il est l'un des membres fondateurs et le président. Cette association, dont nous sommes membres, milite pour une meilleure reconnaissance des métiers de la cuisine et de la restauration sur le plan social, économique et environnemental. Avec lui, on va parler du métier de cuisinier, de l'évolution du milieu de la formation, mais aussi des interactions indispensables à mettre en œuvre entre les cuisiniers et le monde agricole, mais aussi politique. Je vous souhaite une excellente écoute. Xavier, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? On va faire simple, un parcours très classique, une école hôtelière, avec derrière, dans les années 80, à Dinard, et puis après derrière, un enchaînement de tables plutôt gastronomiques, et puis ensuite un peu sur des bateaux. Et puis finalement, au bout de 10 ans, me rendre compte que l'environnement dans les cuisines est humainement pas supportable, en tout cas pas pour moi, et donc je décide d'arrêter le métier à ce moment-là et de me reconvertir. Et donc je deviens infirmier parce que c'est un environnement qui m'intéresse, en tout cas en santé mentale, puisque c'était mon domaine. Et voilà, j'ai exercé pendant presque 10 ans là aussi. Et puis finalement, la cuisine m'a redémangé petit à petit, et j'ai fait le pari qu'on pouvait ouvrir un restaurant avec une ambition de cuisine, mais aussi une ambition humaine, et qu'on pouvait créer un environnement acceptable pour des salariés comme pour le gestionnaire que j'étais. Et je me suis attaché à ça, sans faire de plan exact. Et puis finalement, voilà, à force et là, c'était le début d'une nouvelle aventure où il a fallu tout réinventer. On voit un peu, en gros, le parcours jusqu'en 2017, où je vends le restaurant. Et à ce moment-là, avec les copains de l'Alliance des cuisiniers, on décide de se pencher sur la question de la transmission, de la formation, plus globalement. Et c'est quoi l'Alliance des cuisiniers ? C'est une association de cuisiniers qui a été créée officiellement en 2016, mais qui existait de fait depuis quelques années déjà. Et c'était des cuisiniers qui se retrouvaient beaucoup autour du mouvement Slow Food, où on ne pense pas à l'assiette uniquement à travers le prisme d'une performance culinaire ou du produit. Il y avait une conception économique, mais aussi sociale. Donc c'était ça le mouvement Slow Food, et ça m'a permis, moi, de rencontrer, en tout cas à l'époque-là, tous les autres métiers en dehors de leurs activités, d'avoir le temps de discuter avec eux, et aussi de prendre en pleine gueule, en fait, leurs problématiques. Donc le mouvement Slow Food, c'était ça. C'est ça. Alors c'est un mouvement politique qui a démarré dans les années 80, et qui s'est développé beaucoup autour de la lutte pour le maintien de la biodiversité, le développement de la biodiversité, avec une connotation un peu éco-gastronomique. Voilà. Mais en tout cas, c'est à travers ce mouvement-là que l'Alliance des cuisiniers a commencé à se rencontrer, parce qu'on se retrouvait dans rien, dans les organisations culinaires ou gastronomiques existantes en France à ce moment-là. On s'est dit... le mouvement Slow Food a beaucoup travaillé sur la question du foncier agricole, de la biodiversité, mais assez peu d'interrogations sur comment on le fait, à quel prix on le fait, et qu'est-ce que ça coûte et à qui. Et nous, c'est des questions qu'on se posait nous très vite en tant que restaurateurs, parce qu'on n'avait pas forcément envie de s'adresser à une élite économique dans les établissements qu'on ouvrait. Et assez rapidement, on s'est posé la question de savoir comment on vivait de nos histoires, tout en respectant le producteur, le consommateur, que ce soit accessible. Donc assez vite, on se frotte à des murs un peu hauts. L'Alliance a été créée justement pour qu'on crée un endroit ou un prétexte plus pour se rencontrer. Et on a fini par élaborer un manifeste qui s'appelle le manifeste de l'Alliance des cuisiniers 2019. Il y a 11 items, 11 valeurs qui peuvent se transformer en revendications. Et cette partie-là, on a voulu l'explorer vraiment à fond. Et ça a donné lieu à la dernière Assemblée Générale de 2022, un virage assez important
puisqu'on a décidé de mettre à contribution cette association de cuisiniers pour créer un mouvement syndical autour de la question du cuisinier, mais sans renier à aucun moment la qualité des produits, la qualité du métier, bien au contraire, et sans faire de barrière entre la position d'un salarié, d'un gérant, d'un chef de cuisine, d'un propriétaire de restaurant. C'est bien la qualité du métier qui nous intéresse et la façon dont on en vit qui est posée là. Donc là, c'est un vrai virage de l'Alliance des cuisiniers. Si tu devais nous dresser un portrait de la cuisine professionnelle aujourd'hui, ce serait quoi ? Depuis la crise du Covid, on assiste à une accélération d'un mouvement de fond qui était déjà présent, avec d'un côté une haute gastronomie ultra représentée, ultra présente dans le débat public, mais aussi dans les médias. Et très clairement, il y a un rapport parlementaire de septembre 2021 qui annonce la couleur. On va renforcer cette spécificité française avec la haute gastronomie, des moyens dédiés au concours gastronomique, des moyens dédiés à la valorisation de la haute gastronomie, des moyens dédiés à la diplomatie gastronomique française. Donc ça on assiste vraiment à ce renforcement d'une élite gastronomique et en arrière-plan avec une défense presque réactionnaire du terroir français, de la ruralité française, comme si elle n'avait pas changé depuis 50 ans. Il suffit d'y mettre les pieds pour voir que entre l'image d'Épinal qu'on nous vend et la réalité, il y a un monde. Et puis à l'opposé, on a la restauration rapide. On a le métier de cuisinier qui, lui, est cantonné après une formation express, à une activité dans ce qu'on appelle les dark kitchens, c'est-à-dire des cuisines de l'ombre qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas de fonds de commerce. Il y a juste un Algeco pour produire de la bouffe et délivrer par des plateformes de livraison de repas. Et entre les deux, il y a un trou béant où plus personne se retrouve. Et le cuisinier, il lui reste cet entre-deux qui, pour moi, est en train de s'équiper de labels, de chartes, d'engagements, mais qui sont des pseudo-engagements. C'est vraiment un secteur de l'entre-deux qui est en plein greenwashing et dans lequel le cuisinier, il est réduit à la même place qu'avant, où finalement il est toujours le dernier maillon d'une chaîne alimentaire. Il se fournit aux mêmes endroits qui sont un peu reverdis. Il n'y a qu'à regarder la carte des restaurants. Et elle est souvent identique. Donc voilà un peu l'évolution du métier. Avec quand même une dernière chose sur le métier, un constat général. Alors il n'y a pas que l'Alliance qui le fait. Partout où vous allez, vous posez les questions de la représentation du métier. Personne ne se retrouve dans les syndicats professionnels aujourd'hui. Personne ne s'y retrouve, en tout cas politiquement. Et dans la défense du métier. À l'Alliance des cuisiniers, on défend le métier d'artisan cuisinier. Comment tu pourrais le définir et est-ce que ce métier justement est adapté à tous les types de restauration, à la fois collective, rapide ou la haute cuisine ? Alors oui, ce métier d'artisan cuisinier, tel que nous on le définit, parce qu'il est déjà défini par Bercy par exemple, qui a une définition assez simpliste du métier d'artisan cuisinier qui peut se résumer grosso modo à des structures de moins de 10 salariés et au cahier des charges du fait maison. Quand on connaît le cahier des charges du fait maison, qui n'est pas un cahier des charges d'ailleurs, qui autorise énormément de coproduits préélaborés, on ne parle pas de la même chose. Mais pour revenir à la définition faite par l'Alliance des cuisiniers, c'est effectivement un métier qui se rapproche des valeurs qui ont été définies dans le manifeste et qui se décline techniquement dans la relation avec les producteurs, dans la relation avec les salariés. J'allais dire c'est une éthique, et où qu'on soit, cette éthique, elle est défendable. C'est quoi du coup, selon toi, les responsabilités d'un cuisinier aujourd'hui ? Alors la première, en fait, il y a quelques années, j'aurais dit c'est une responsabilité écologique, lutter contre le changement climatique, la biodiversité, les produits locaux, etc. Aujourd'hui, slow food, voilà. Aujourd'hui, je dis plus ça. Je dis plus ça, non pas que ce soit pas vrai, mais peut-être pour revenir justement à ce mot responsabilité. Finalement, c'est reposer la question de quel est le sens de notre métier et pourquoi on a choisi ça et pourquoi on le fait. Je pense en tout cas que ce qu'on a essayé de transmettre à l'Alliance des cuisiniers, c'est que notre première mission, c'est de nourrir. Et nourrir, encore faut-il le définir.
parce qu'on peut le nourrir de plein de choses. Mais c'est pas la même nourriture si, en fonction de ce qu'on met dans l'assiette. On peut nourrir l'esprit, on peut nourrir les estomacs, on peut nourrir l'imaginaire, on peut nourrir la relation. Mais en fait, c'est la responsabilité du métier de cuisinier, c'est peut-être de faire du lien. Alors, ça englobe les métiers de la restauration et pas seulement le métier de la cuisine, puisque tout seul, le cuisinier, il aura bien de la peine à tout faire. Mais peut-être que notre mission, c'est de revenir à cette essence même, de nourrir la population. Et dans une population qui a de moins en moins de temps pour se nourrir, qui a de moins en moins de facilité à s'approvisionner, comme nous, on a le privilège de pouvoir le faire, eh ben, cette première mission, c'est de nourrir. Et nourrir, après, encore faut-il choisir quel type de nourriture on veut donner. Mais je crois qu'à l'Alliance, on a choisi de vraiment nourrir dans tous les sens du terme. C'est peut-être moins essentiel pour nous de nourrir une élite, mais plutôt de nourrir le sens de ce que c'est que l'alimentation. Et on doit prendre la parole sur ces sujets-là. Les réflexions sur le métier menées au sein de l'Alliance des cuisiniers ont conduit ses membres, Xavier en tête, à imaginer la création d'un outil de formation, de réflexion et de recherche qui viendrait offrir une alternative aux formations proposées par les écoles hôtelières. On assiste alors à la naissance de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. L'USPG offre aujourd'hui des formations continues à travers des sessions de maximum 1 semaine sur une grande variété de thèmes techniques, créatifs ou encore de gestion en lien avec les valeurs défendues par l'Alliance des cuisiniers. Ponctuellement, tous, on avait des relations avec les écoles hôtelières, avec des centres de formation, mais on intervenait vraiment très ponctuellement. Et on s'est dit que c'était pas suffisant, qu'on pouvait se permettre de rêver plus. Donc on a décidé d'essayer de créer un outil de transmission qui s'est appelé l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, USPG, et qui a pour mission de créer des nouvelles voies, des nouvelles formes de transmission. Comment on pouvait intervenir auprès des jeunes générations de cuisiniers pour commencer à transmettre notre façon à nous de voir la cuisine, puisque ça réinterroge tout, de la relation au producteur, la relation à la saison, la relation au terroir, la relation aux médias, la relation aux clients. Alors déjà, le nom, Université des sciences et des pratiques. Pour pas retomber dans un corporatisme très centré sur le métier de cuisinier, on avait besoin en permanence, dans un monde où il faut qu'on s'adapte aux changements climatiques, mais aussi aux changements sociaux, on avait besoin d'un métier qui s'adapte en permanence. Et pour s'adapter en permanence, on a besoin aussi de s'allier à d'autres sciences, les sciences du vivant, la biologie, mais aussi la sociologie, la philosophie, qui nous permettent de penser notre métier. Plus en détail, on a 3 grandes missions. La première mission, c'est une mission de formation. On a une mission de recherche. Ça peut être aussi bien de la recherche, comme on en vient de démarrer avec l'INRA, sur l'introduction du millet et du sorgho en Bretagne, et son acceptation par les convives à travers la cuisine, par exemple. Mais ça peut être aussi un projet qu'on a d'introduire un artisan cuisinier dans un service de soins difficile, soit en milieu psychiatrique, soit en milieu carcéral, pour mesurer l'impact du bien manger, selon notre vision, sur les encadrants, sur les soignants, sur les soignés. Un autre point de recherche, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est que cette espèce de cuisinier qui est corvéable à merci et qui se plie à toutes les exigences d'un métier atroce, à bien des égards parfois. Et on a vraiment besoin d'éclairage des sciences sociales sur ces questions-là, pour justement, dans notre transmission, qu'on transmette autre chose. Donc voilà, c'est la partie recherche. Et on a une dernière mission, la 3e, qu'on appelle les projets de territoire. Et là, les projets de territoire, en fait, c'est comment on reprend parole sur un territoire autour de l'alimentation, qui est un prétexte à refaire du commun. Et donc c'est soit relater des expériences, soit organiser des événements, une table ronde. On a organisé par exemple une table ronde avec le Conseil de l'Europe, avec des associations de culture bretonne, des semenciers, des cuisiniers, autour des droits culturels. Comment les habitants, les citoyens, nous, on a le droit, on a l'exigence, on a même le devoir de reprendre la main sur notre alimentation, y compris dans une version culturelle. Dans cette mission de projet de territoire, on expérimente aussi des choses, c'est-à-dire qu'on essaie d'implanter par exemple une cantine populaire à Quimper, mais il y en a une qui existe déjà à Gennevilliers, il y en a une autre à Marseille, à la Casa Consola. L'histoire de la cantine populaire, c'est qu'aussi on redonne le pouvoir aux habitants des quartiers dans lesquels ça se passe. Derrière l'alimentation, c'est la reconquête de l'espace public, la reconquête d'espace tout court pour se rencontrer. Ce qui nous intéresse, c'est comment on refait du lien, et dans un contexte où
où Deliveroo nous promet 0% de cuisine, 100% de plaisir. Il est grand temps qu'on recrée des lieux où on se rencontre, où on se parle, on cuisine ensemble. Et finalement, c'est juste un prétexte pour refaire du lien social. Est-ce que tu peux aussi nous dresser un état des lieux de la formation aujourd'hui en cuisine ? Et comment, avec l'USPG, vous avez l'ambition pas de la révolutionner, mais d'apporter une autre vision ? Il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent là en ce moment sur les heures de formation. Et je note par exemple énormément de reconvertis professionnels qui sont extrêmement déçus par les formations traditionnelles qui sont proposées et qui le font par besoin d'avoir un premier accès à la cuisine, voire une légitimation par un diplôme, mais qui dans les contenus sont extrêmement déçus. Et qui finissent par être lancés dans une seconde vie professionnelle avec des bases qui sont complètement inopérantes par rapport à ce que eux voudraient faire de ce métier de la cuisine. Il y a ce premier phénomène, on va dire général, et on le retrouve à tous les échelons du CAP jusqu'au BTS, voire plus. Maintenant, on sent poindre quand même des passages obligés de tous ces organismes de formation sur le développement durable, sur la cuisine durable, sur l'alimentation durable. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment ça se traduit dans les établissements individuellement, parce que ça n'est pas dans les programmes. Souvent, ça sert de communication. Maintenant, je ne sais absolument pas en termes de volume, encore une fois, de quoi on parle. Est-ce que derrière, il y a des volumes suffisants en termes d'heures pour aborder ces questions-là qui justifient la promotion d'une vision durable? Je ne suis pas certain. Et de l'autre côté, pour avoir été jury au Greta ou dans d'autres centres de concours pour passer des CQP, des contrats de qualification professionnelle, on est dans l'accompagnement de gens vers des diplômes qui sont très très légers et finalement avec des candidats qui sont d'abord des cassés de leur vie sociale, de leur parcours, et qui se retrouvent dans des centres de formation, des Greta, des chambres des métiers, où finalement l'essentiel c'est plus le métier, c'est comment ils vont trouver une petite place sociale dans cette histoire-là et comment nous, on peut les accueillir, et c'est extrêmement difficile. Des diplômes, les exigences sont tellement pauvres qu'on ne peut que le donner. Après, il y a un deuxième élément important, c'est qu'on vient de vivre depuis 2018 une réforme de l'enseignement professionnel qui oblige les entreprises aujourd'hui à investir dans la formation. Grosso modo, on a remis le pouvoir de la formation aux mains des entreprises, y compris jusqu'à la possibilité de créer son propre centre de formation, son propre CFA. Donc on a aujourd'hui des grands groupes de restauration qui ne se passent plus par les CAP, qui ont créé leur propre CFA. Sauf qu'aujourd'hui, former dans les entreprises, ça veut dire les gens ils sont encore viables à merci dans mon entreprise. On fait de la pseudo-formation, mais le but du jeu, c'est qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils ne sortent plus de l'entreprise. Donc ils restent. Et l'aspect formation, il est maquillé. D'ailleurs, le groupe Accor va former des cuisiniers pour le groupe Accor, et puis ils seront formatés pour le groupe Accor. La haute gastronomie, elle est formée dans les établissements qu'on connaît, l'Institut Paul Bocuse, Ferrandi, et ils sont formatés pour travailler dans ce type d'industrie et d'hôtellerie. Et encore une fois, d'un côté, la haute gastronomie ou l'industrie internationale du luxe, et puis de l'autre côté, des sous-métiers de la cuisine avec des formations adaptées à l'utilisation de l'agro-industrie. Et il y a un trou béant, encore une fois, sur notre conception de la cuisine, mais qui correspond en fait à une pensée métier. Quand d'un côté on pense marché du luxe comme marché de la grande bouffe, on pense pas forcément au métier. Et donc comment ça se passe à l'USPG ? Comment on fait justement pour décloisonner ça et élargir le spectre ? Comme on a essayé de transposer dans la formation ce que l'on vivait sur le terrain, ce qui fait qu'on a été amené à proposer des formats qui nous sont propres. On a voulu garder dans la formation ce qui se traduisait au quotidien dans les restaurants. Et par exemple, une formation continue de 5 jours sur la cuisine des légumes, par exemple. Dès la conception, on met autour de la table un semencier, un maraîcher, un agronome, un cuisinier, un formateur, quelqu'un qui est un spécialiste de la pédagogie. Et ensemble, on se pose une seule et même question. Qu'est-ce que vous voulez que les cuisiniers sachent de vos métiers respectifs pour que demain, ce soit un cuisinier qui soit en capacité de travailler avec vous ? Le parti pris, c'était que
On ne peut pas cuisiner quelque chose si on ne connaît pas bien l'environnement dont on parle. Et avant même de prendre un couteau, on amène les stagiaires dans les lieux de production. Si on prend la dernière formation qui a eu lieu sur les poissons oubliés, la première matinée, on l'a passée sur l'estran, avec un biologiste marin, spécialiste du plancton, qui nous a fait une lecture du littoral, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre tous les enjeux entre le bassin versant et le poisson. Et l'après-midi de cette première journée, on fait intervenir un armateur de bateaux côtiers de l'Octudie. Et là, il nous explique qu'est-ce que c'est que son métier et en quoi un chalutier, pas forcément destructeur de fond. Ça dépend de quel fond on parle et de quelle fréquence on y va. Et sans cette parole même du pêcheur, c'est quand même compliqué d'avoir une vraie représentation. En tout cas, ça permet au cuisinier de se poser plus de questions qu'une liste de poissons autorisés ou non autorisés. Et après, seulement le lendemain, on commence à cuisiner. On n'invente rien sur les techniques, elles sont toujours les mêmes. Par contre, c'est l'objet qui est plus important. Quand on parle des poissons oubliés, évidemment, là on est typiquement dans les ressources là disponibles, qui ne sont pas en danger, qu'on a oubliées, qui sont bonnes, qui ne sont pas chères, etc. Donc des matinées de cuisine. Là on travaille la matière, on se pose des questions. L'important n'étant pas tellement ni la technique ni la recette. Ce qui nous intéresse, c'est pas comment on le fait, c'est pourquoi on le fait. Et ça, c'est une autre pédagogie. Ça n'a rien à voir. On peut décortiquer une recette et savoir parfaitement réaliser un aioli ou une soupe de poisson. Ok, si on ne sait pas pourquoi on le fait et pourquoi on utilise ça plutôt qu'autre chose, si on ne sait pas déroger à la recette, alors la recette, elle sert à rien. Or, il faut déroger à la recette, forcément, si on veut s'adapter. Et l'après-midi, tous les après-midi, on les consacre à ce que j'appelle, moi, soit des études de cas ou des mises en situation. C'est-à-dire qu'on part de là où ils sont, eux. Et de là où ils sont, on essaie de voir ce qu'on a vu là ensemble, comment c'est reproductible chez eux ou pas, quels sont les freins ou les leviers auxquels ils doivent faire face, et comment ils vont se projeter une fois qu'ils ont appris tout ça. Le discours du pêcheur, comment ils le retranscrivent dans leur endroit. Donc c'est vraiment ça l'expertise entre guillemets de l'université, c'est vraiment ça, cette capacité à mettre tout le monde autour de la table pendant les formations, avant les formations et après les formations. Et ça, je crois que c'est unique de l'USPG, mais on ne peut le faire que parce qu'on a créé le réseau depuis 20 ans. Aujourd'hui, les propriétaires de restaurants ou les cuisiniers ou les propriétaires cuisiniers utilisent beaucoup le développement durable pour verdir leur communication sans vraiment y croire, mais parce que ça a un impact commercial important. Aujourd'hui, ouvrir un restaurant, notamment nous on le voit à Paris dans des contextes aussi concurrentiels, si on n'a pas une note verte dans ce qu'on fait, ça devient compliqué de pouvoir ne serait-ce qu'être audible par un client. Du coup, tout le monde parle d'engagement, tout le monde parle de ces choses-là, tout se mixte. Voilà, l'université, comment vous faites pour faire en sorte que les gens sortent de cette logique et veuillent ne pas venir vers vous juste pour cette raison, mais vraiment pour repenser la manière dont ils abordent leur métier? Je vais prendre un exemple très concret sur l'accompagnement qu'on fait en restauration collective. La loi Egalim oblige à un repas hebdomadaire végétarien. C'est dans la loi. Et on ne travaille pas ça tout seul, on travaille avec le mouvement des cuisines nourricières, qui est une autre association de cuisiniers spécialisés dans la restauration collective et qui a pensé ces questions alimentaires depuis plus longtemps que nous. Mais on s'est nourri de leurs réflexions pour nos interventions. Et typiquement, c'est une connerie sans nom, ce menu végétarien une fois par semaine. Il y a un fait qui est incontournable, c'est que c'est le jour de la semaine où il y a le plus de gaspillage alimentaire. Pour 2 raisons majeures. La première, c'est que quand les cuisiniers ne savent pas faire, soit ils cuisinent des choses qu'ils savent pas cuisiner, des légumineuses, des céréales, ils savent pas les accommoder, c'est pas bon parce que c'est mal cuit, c'est mal dosé, c'est mal assaisonné, c'est pas bien préparé, mais on leur a pas appris, on peut pas leur en vouloir. Donc soit c'est pas bon à partir de produits bruts et ça part à la poubelle, soit on se déleste complètement sur l'agro-industrie qui nous propose des solutions toutes faites de palets végétaux, de steaks de soja, qui sont tout aussi immondes et qui sont jetés. Mais comme il n'y a pas d'autre choix ce jour-là que le menu végétal, tout part à la poubelle. Donc ils ont bossé pour rien, on remplit les poubelles, ça va à l'incinérateur et les gamins ils n'ont pas mangé. Et avec ça, on voudrait convertir tout le monde à une version plus écologique et plus environnementale de la restauration. Donc ça, c'est pas possible. Ce qu'on préconise, nous, c'est plutôt que d'avoir cette vision qui
crispe tout le monde. Le cuisinier, le gestionnaire, les parents, les élèves. C'est plutôt de repenser le légume tout le temps, tous les jours, un petit peu. Et de repenser cet équilibre protéines animales, protéines végétales. Et à partir du moment où on commence à le penser comme ça, il y a toujours de la place pour quelqu'un qui voudrait que du végétal. C'est pas compliqué d'enlever la viande quand il y en a moins. Donc c'est plutôt de travailler ce côté un peu vert au quotidien, dans une normalité, dans un quotidien qui est pensé et qui est établi et auquel on ne pense plus, et qui ne fait pas, encore une fois c'est vraiment très valable pour la restauration collective, qui ne met pas le doigt sur la responsabilité individuelle du mauvais comportement. Ah oui, forcément, si tu manges pas végétal, t'es un mauvais citoyen. Ben non, ça va pas se passer comme ça. Il y a d'autres façons d'y arriver, de consommer plus de végétaux, moins de viande mais de meilleure qualité, que ce soit mangé, qu'il n'y ait pas de déchets, et là on y arrive. Au-delà de toutes ces problématiques de formation ou d'engagement, on assiste depuis quelques années à une explosion du prix du foncier, notamment dans les villes. Est-ce que tu crois que c'est encore possible de mettre en pratique les principes que tu défends, que l'Alliance défend, dans un tel contexte ? La réponse la plus courte, non. C'est pas compatible. Toute l'équation qu'on essaye de mettre en place à l'Alliance et qu'on traduit à l'USPG, elle montre que notre vision, elle n'est pas compatible avec un ultralibéralisme qui, effectivement, surenchérit en permanence le foncier. Et on le voit bien, plus le foncier est élevé, et plus on a cet écart dont je parlais au début, entre la haute gastronomie et la malbouffe. Il n'y a plus rien entre les deux. Alors, après, comment on fait ? À notre petite échelle, c'est chaque jour des choix à faire, qui sont quand même très, très compliqués, contraints. À partir du moment où c'est autre chose qu'on cherche que de la marge en permanence et la rémunération du capital ou de l'immobilier, ça veut dire qu'on veut payer du travail. Mais aujourd'hui, on est obligé de collectivement s'organiser pour prôner, pour réclamer d'autres systèmes de valeurs qui rémunèrent le travail avant de rémunérer la propriété foncière. Et ça, on ne sait plus faire. Pour rendre accessible ce qu'on fait, on est condamné à se précariser ou à prendre des risques démesurés. Tout l'enjeu, il est de comment on inverse des rapports de force pour embarquer avec nous des citoyens sur ces questions-là. Sur un quartier, dans vos 2 restaurants, vous faites plus que de la restauration. Vous faites plus que votre propre intérêt. Vous participez à une forme d'intérêt général. Et bien comment, collectivement, mais avec des citoyens, avec d'autres métiers, on fait pression pour que cette notion d'intérêt général soit reconnue dans l'équilibre économique de nos entreprises. Sinon, les dés sont pipés depuis le départ. On a les mêmes règles économiques que ceux qui font des marges 2 fois plus élevées. C'est pas possible, on peut pas s'en sortir comme ça. Ou alors, il faut repartir aussi sur l'idée de commun. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en commun et qui abandonne toute spéculation sur du foncier, sur de la rentabilité ? On décide que voilà, cette production-là, ces lieux de distribution-là, ces lieux de restauration-là, ce sont nos communs et comment on les cofinance ensemble. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas les dispositifs qui vont avec. Mais c'est commencer à réfléchir un petit peu différemment. Alors évidemment, ce que je raconte là ne va pas parler à ceux qui veulent faire de la restauration un objet de spéculation pour faire la culbute et partir au soleil en retraite. Mais par contre, ça va parler à tous ceux qui se posent de la question dont on parlait au début, notre responsabilité aujourd'hui, d'être cuisinier. Je crois qu'une des solutions, une des pistes en tout cas, c'est que nous, acteurs de métier, ou nous, citoyens, et on peut cumuler les casquettes, on réinvestisse les lieux de pouvoir, les lieux où on décide de ce qui se passe. Alors, ça peut passer par des mandats politiques, mais ça peut passer par des mandats dans les institutions et réclamer une place dans les institutions. On a évoqué dans le Finistère, à une époque, de revendiquer une place des citoyens ou de la société civile dans les chambres d'agriculture, qu'on rebaptiserait chambres de l'alimentation. Reconquérir les lieux où se prennent des décisions qui influent sur les... Et ça se construit, je pense que ça fera partie de l'avenir de l'Alliance des cuisiniers, de revendiquer des places à des endroits où on veut avoir la parole. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en cuisine aujourd'hui ? J'avoue que c'est compliqué d'y répondre parce que
On a envie de donner envie, et on connaît tellement les écueils. Il y a tellement de choses contre lesquelles mettre en garde que ça finit par plus faire envie. Donc moi, je suis toujours dans ce paradoxe-là. J'ai envie de dire, d'abord, réfléchir à quel cuisinier on veut être. Et je pense qu'à 30 ans, c'est plus facile d'y réfléchir qu'à 16 ans. Et donc, peut-être commencer à élaborer cette question-là avec son entourage. Quel cuisinier on veut être. Et à ce moment-là, ça va assez vite indiquer quelle voie il faut tracer. Si on veut être dans le luxe, il faut faire les grandes écoles hôtelières. Il ne faut pas tourner autour du pot. Par contre, si on veut s'intéresser à son territoire, si on veut que notre métier de cuisinier participe à une fonction essentielle dans la vie d'une société, qu'on soit en ville ou à la campagne, peu importe, alors il faut vraiment se renseigner sur les coulisses du restaurant, si on prend ça apprentissage. Mais c'est tellement compliqué. Si mon fils demain me dit « je veux être cuisinier », je ne sais pas quoi lui répondre. Je sais pas où l'envoyer. Paradoxalement, on a besoin de jeunes qui s'installent dans le métier, qui investissent le métier, mais qui s'émancipent du cadre. Il ne faut pas renoncer à l'ambition d'apprendre son métier de façon digne et de qualité, dans un cadre respectueux. Ça existe. Et ça, il faut l'exiger. Peut-être que alors voilà, ça m'a aidé à répondre à la question. Peut-être que c'est ça, avoir cette exigence-là et ne pas la lâcher. Un grand merci à Xavier d'avoir pris le temps de partager sa vision et ses combats, des combats que nous menons souvent conjointement. L'Alliance des cuisiniers a depuis changé de nom et s'appelle désormais l'Alliance des tables libres et vivantes. Nous vous invitons d'ailleurs très fortement à participer au rendez-vous politique annuel qu'organise l'Alliance, cette année le samedi 16 septembre 2023 au théâtre de Gennevilliers. Venez nous aider à réfléchir et construire la restauration et l'alimentation de demain. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Éléonore Ardelano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast@lesrésistants.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. À très bientôt!